À la séquence conclusive sur l'ensemble donc de ces conférences UrbAccess. Alors je retiendrai plusieurs choses pour ma part, donc pour avoir un petit peu supervisé voilà, l'organisation de ces conférences. Voilà, est-ce que donc 2015, très clairement, on est sur une forme de nouvelle impulsion et les différents acteurs semblent se mobiliser très clairement pour trouver des nouvelles solutions par rapport à l'accessibilité. Alors voilà, comment relever ce défi. Et l'un des éléments pour relever le défi de 2015, c'est, alors je ne dirais pas, peut-être pas la conception universelle, je crois que ça revêt de plusieurs formes, et c'est peut-être une façon en tout cas d'être un peu plus dans l'inclusion. Et la première question que j'aurais envie de poser à l'ensemble des représentants ici de l'organisation durant ce panel, c'est déjà voilà, comment vous pouvez envisager donc finalement cette conception inclusive. Comment est-ce que ça fonctionne? Quelle est peut-être comment dépasse-t-on la question du handicap et comment va-t-on au-delà pour créer une société vraiment inclusive ou voilà comment ça marche, comment les acteurs peuvent se mettre en route pour construire ça. Donc voilà, il y a beaucoup d'interrogations. Alors j'ai le plaisir d'avoir autour de la table donc un certain nombre de parties prenantes très actives dans ce domaine. Donc vous connaissez tous maintenant Valérie Fletcher, donc directrice de Institute for Human Centered Design à Boston. Marie-Prose Coletta, qu'on ne présente plus, déléguée ministérielle à l'accessibilité et que je remercie encore pour son investissement et pour l'appui à la préparation des conférences et à qui on donnera vraiment le mot de la fin parce que c'est important. Toute cette impulsion a été donnée justement par l'ensemble des services, des services de l'État et en particulier donc de la délégation ministérielle à l'accessibilité qui joue encore ce rôle de moteur et je crois que Marie-Prose Coletta nous l'a démontré tout au long de ce salon. Et puis, donc deux personnes qui effectivement semblent, voilà, qu'on connaît peut-être moins sur le champ de l'accessibilité, et donc à qui j'ai demandé de parler d'innovation, de conception inclusive. Donc nous avons le plaisir d'avoir Carlos Moreno, donc conseiller, alors il y a plusieurs casquettes de Carlos Moreno, je ne sais pas laquelle utiliser, mais professeur d'université dans les sciences dures, hein, ça m'a-t-il dit, et conseiller du président de GDF Suez, hein, c'est ça Carlos, hein, je ne me trompe pas. Donc voilà, voir un peu, mais tiens, comment est-ce que ça fonctionne cette ville de demain? Qu'est-ce qu'on peut imaginer en prospective? Et est-ce que l'accessibilité finalement en est-il question dans cette ville de demain? Et puis le plaisir d'accueillir également Christian Guellerin, directeur de l'école de Nantes Atlantique et président du réseau Cumulus. Le réseau Cumulus étant le réseau des écoles de design. Et donc j'avais envie de lui poser aussi des questions sur la question de la dissémination internationale un peu auprès des différentes écoles, mais également voilà, des questions d'innovation. Voilà, est-ce que pour le design justement, c'est voilà, comment est-ce qu'on perçoit cette question de l'accessibilité, puisque je vais peut-être pas forcément parler de conception universelle, je vais rester assez large. Alors voilà, j'avais envie de poser cette question à Carlos Moreno. La ville durable est-elle accessible? Comment vivre au mieux cette ville durable? Bien, merci Flora Orsini pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis tout à fait ravi de me joindre à ces panels pour cette séquence conclusive de ces 2 journées d'UrbAccess. Effectivement, je suis atypique, je dirais, dans mon processus long, mais c'est ça les charmes de la transversalité, la transdisciplinarité. Je suis professeur universitaire, comme Florent l'a dit tout à l'heure, donc docteur de recherche dans le domaine des disciplines complexes. Je suis conseiller scientifique du président de la branche française, de la filiale française de l'URSS, Cofé Idéo, et qui est donc
issu d'un parcours suite à une start-up que j'ai créée dans mon labo et qui a été rachetée par le groupe de Suez et qui a été assez pionnière, et c'est l'objet de ma présentation, dans le domaine de ce qu'on appelle la vie numérique et durable, avec une vision prospective et plusieurs vies, et bien une réalité dans notre positionnement. Et moi je dirais tout d'abord que la problématique de l'accessibilité est tout à fait passionnant et tout à fait intéressant, parce que, je disais à Florent juste avant qu'on démarre cette séance, et ça nous oblige, à nous tous, scientifiques, ingénieurs, concepteurs, de réfléchir, non pas dans une vision formatée, technocentrée, pour qu'on puisse se projeter dans la différence, mais dans le sens de ce que dirait Jacques Derrida, l'altérité, c'est-à-dire c'est regarder au travers les autres et que mon regard traverse les autres pour construire des services et des usages nouveaux. C'est quasiment une pensée épistémologique à la base, je le dis en tant que scientifique des sciences dures, puisque c'est un peu la base de ce qu'on appelle la complexité dont la ville est un exemple concret tous les jours, puisque une ville est par définition un territoire d'agrégation des hommes et des femmes qui se retrouvent pour partager des espaces qui ne sont pas simplement des espaces physiques, c'est des espaces de vie, c'est des espaces de travail, c'est des espaces de culture, d'accès à la santé, à l'éducation, etc. Et on a un ensemble de différences très fortes, puisque les hommes et les femmes qui s'agrègent ont chacun de ces histoires. Ils constituent dans ces territoires donc, des identités qui sont les pays, les régions, les pays, avec des drapeaux dans tous les sens du terme. Mais quand on dézoome tout ça, quand on zoome ensuite, en dehors de cette espèce d'identité qui s'est créée et qui fait que ça soit à Paris, donc la ville lumière, donc Bogota, et puis on dit voilà, c'est une ville difficile, ou Pékin, et la pollution. En dehors de ça, les regards, quand on zoome, c'est une extrême diversité. Une extrême diversité dans les âges, une extrême diversité dans la manière de fonctionner, une extrême diversité culturelle, une extrême diversité dans la manière comme les relations se créent entre les hommes et les femmes. Et parmi elles, l'accessibilité nous permet de mettre en lumière donc, comment proposer des services, et là on dit inclusif, c'est-à-dire qu'ils soient valables pour tous. Et la seule manière de regarder ces services et ces usages, donc je le disais à Florent, c'est décalé. Il faut avoir un regard extrêmement décalé. Donc il s'agit non pas d'être à la place des autres, il s'agit de pratiquer l'empathie et l'altérité, c'est-à-dire de regarder les services au travers des autres. Et quand je dis au travers des autres, c'est avec un tel et avec un A, c'est-à-dire observer comment on peut positionner des usages d'éléments qui sont des aujourd'hui, dans lesquels chacun puisse accéder. Quand on transforme ça dans une réalité, celle de l'handicap, celle de la différence, celle de la diversité culturelle, celle des séquences migratoires qui se construisent, c'est des cultures différentes, ça nous oblige donc à avoir un positionnement qui soit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus transverse, et c'est là où on a besoin de cette interdisciplinarité qui est l'essence même donc de la communauté qui s'est réunie autour du design. Moi, j'ai fait partie de ceux qui, au centre de la vie scientifique et de la vie industrielle, et préconise aujourd'hui qu'on doit privilégier des manières très fortes ce qu'on appelle les designs des services, qui est une discipline qui a été très méconnue parce qu'elle a été très souvent dans les années 70-80 orientée vers le marketing, vers la manière comme on faisait passer une certaine image, au détriment de la réalité même qui sont les services et les usages de tous les jours. Et je pense que malheureusement en France, on a eu souvent une vision très technocratique qui s'est imposée, des solutions d'ingénieurs, dont j'en fais partie, des sciences dures, dont j'en fais partie, des visions technocratiques qui imposent comme solution la technologie comme clé d'entrée pour tout usage et tout service auquel on a besoin. Et cette vision technocratique a la difficulté d'être un carcan, parce qu'on ne peut pas se décaler. Et quand on travaille sur la problématique de l'handicap et de l'accessibilité, je le disais à madame la déléguée interministérielle tout à l'heure, j'ai travaillé avec des populations en difficulté dans des villes qu'on appelle sinistrées, les villes de Céveso. Une ville de Céveso, c'est une ville dans laquelle, quand vous habitez, vous avez donc tous les jours la possibilité
qu'il y ait une catastrophe donc, naturelle, industrielle, technologique. Donc, par exemple, à Côte-d'Ivoire, la ville des Gonfreux-Lorcher à Côte-d'Ivoire, il y a 18 sites Céveso qui entourent cette population. Comment voulez-vous qu'on ait une vie tout à fait normale tous les jours par rapport à des... Mais cette fragilité de la ville, c'est son essence même. Sauf que dans un site Céveso, ça se voit de manière beaucoup plus directe. Mais il est vrai à Paris, où on a Nogent-sur-Marne, avec une nucléaire à même pas 200 bornes. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que ça permet de faire des zooms sur des réalités qui sont, in fine, des réalités de tous les jours, et pour lesquelles ce n'est pas une vision démocratique qui va mettre en place des formats. C'est pour ça que je dis souvent dans mes conférences, ce n'est pas la case des tableurs Excel qui m'intéresse, c'est les bordures. Voilà. Parce que c'est autour des bordures où ça se passe. Et les bordures, c'est la manière comme on peut approcher les uns les autres. Donc l'accessibilité en termes de service, c'est pas uniquement permettre donc, aux personnes handicapées, aux personnes déficientes, etc., de mieux accéder à tel ou tel service au même niveau que les autres. Non. C'est la capacité pour qu'on puisse concevoir des services de manière modulaire, de manière ouverte, de manière à la carte, qui ont été designés de telle forme que ça soit inclusif pour tout le monde. Et quand je dis pour tout le monde, donc ça ne signifie pas qu'on met tout le monde au même niveau, c'est-à-dire qu'on pratique des différences comme démarche d'intégration. Souvent on pratique des différences comme une démarche strictement de faire plaisir à une communauté. Et nous on cherche au travers des services de pratiquer une démarche inclusive dans laquelle tout le monde peut avoir accès à cet ensemble de services. C'est un peu la démarche sur laquelle nous travaillons et qu'aujourd'hui, je dirais, commence à prendre forme parce que la communauté design s'organise, le réseau des écoles de design prend forme, des initiatives étatiques se mettent en place au travers des CIDEX et autres qui permettent de favoriser de meilleures rencontres. Mais ça signifie qu'il faut avant tout décloisonner. Mais pour décloisonner, effectivement, il faut avoir une vision qui soit profondément décalée de ce qui se pratique tous les jours. Après, il ne suffit pas d'avoir une prospective pour dire on va se décaler. Le défi, c'est qu'aujourd'hui, il faut le mettre en pratique et il faut faire autrement. La ville durable nous offre énormément de possibilités. Je parle par rapport au ministère de l'Environnement, des développement durable et de l'Agence des territoires. C'est vrai que c'est une belle clé, parce qu'on peut faire des choses dans le territoire de manière inclusive, des natures diverses et variées. Je parle de handicap, je parle de l'accessibilité, effectivement, pour un certain nombre des services de la ville, mais il y a aussi de l'accessibilité pour des personnes démunies qui se trouvent également donc parfois exclues. Je parle de la mobilité, je parle donc de l'accessibilité également des services pour des jeunes, je parle également de l'accessibilité pour des personnes d'origine étrangère qui n'ont pas accès à certaines choses, etc. Et donc c'est cette vision de service qui nous demande aujourd'hui d'échanger de paradigme en quelque sorte. Et la ville durable, par la technologie, offre une porte de sortie pour qu'effectivement on puisse mieux pratiquer cette inclusion. Mais cette inclusion, elle ne se fera pas au détriment de la qualité des services que l'on offre à tous. Et c'est là où il y a donc une jauge à placer dans la manière comment on conçoit ces services, qui sont aujourd'hui à mettre en place et à développer, et en dehors, je dirais, des contraintes réglementaires ou des directives qui sont données. Quand on va parler, par exemple, donc, de développement durable dans les villes, de la mobilité, on va parler de la mobilité électrique, on va parler des bornes de recharge, on va parler de la capacité pour que les gens puissent mieux se déplacer en ville, on va parler de la gestion du transport, on va parler des systèmes d'aide d'information aux voyageurs, on va parler de la possibilité pour que les personnes handicapées de moteurs puissent accéder plus facilement donc, au bus, mais on va parler également de la possibilité pour que les gens accèdent à des services donc auditifs quand ils sont déficients visuels pour savoir à quelle heure donc, comment un bus va passer, dans combien de temps il va passer. Il y a toute la partie accessibilité aux malvoyants pour les brailles, etc. Mais il y a les guidages dans les bâtiments indoor et outdoor, la géolocalisation, etc. Mais tout ça, je dirais, n'a de sens que si on a un regard dans lequel nos services et notre capacité à les concevoir se fait également dénaturer, et pas par un effet des modes, et pas par un effet réglementaire, et pas par un effet des directives. L'accessibilité, ce n'est pas un cadeau qu'on fait aux personnes qui sont exclues de certaines manières de vivre par la citoyenneté de certains. L'accessibilité, c'est un droit qui ne se négocie pas et qui demande une prise de conscience très forte. Mais en France, que je le vois en particulier parce que je suis dedans, notre principale difficulté, c'est que la technocratie, souvent, est un des principaux freins
pour que ce type de démarche puisse se mettre en place. Et les rôles de ceux qui forment donc, les générations de demain, le rôle des designers, le rôle des concepteurs de services, le rôle de la communauté internationale, de la communauté anglo-saxonne rompue à cette vision du design est majeur pour que finalement les barrières technologiques, les barrières technocratiques soient brisées au bénéfice de la conception de ces usages-là qui sont donc indispensables pour qu'ils puissent voir les jours donc d'une manière assez concrète. Donc, moi je suis extrêmement fier par exemple qu'aujourd'hui on ait pu mettre en place dans cette ville qu'avait du Jorchet, c'était un après hier, sur FR3 Normandie, tout un système d'accessibilité pour les alertes à la population des sites Céveso, avec un petit boîtier qui permet d'alerter des situations de risque dans ces populations, de pratiquement donc 50 000 personnes, et dans lesquelles on avait pensé au fait que, en cas de nuages chimiques, en cas comme on a vu en Ile-de-France il y a 3 semaines, un nuage qui est venu des Rennes jusqu'à Paris, et on a mis en place un petit boîtier avec un système donc, qui permet d'alerter les gens. Et parfois les gens, leur premier réflexe est de sortir dans la rue quand il ne faut pas sortir, il faut rester. Mais encore faut-il que tout le monde puisse accéder à cette information, voyant, non-voyant, entendant, non-entendant, sachant lire, sachant pas lire, etc., etc. Donc il a fallu penser à tout un système dans lequel on intègre tous les cas de figure, et qui soit accessible à tout le monde et qu'on puisse distribuer à tout le monde. Voilà. Donc ça c'est un exemple très concret de comment, face à une situation, je dirais, nouvelle, donc la situation des risques, on peut créer des modalités dans lesquelles la technologie n'est pas une fin de soi, elle est uniquement au service des usages des citoyens. Moi, je terminerai en disant tout simplement que tout ça me ramène à ce que j'ai dit souvent dans mes conférences, la prise de conscience par le design de service de ce qu'on appelle la continuité des services en toutes circonstances, ce qu'on appelle la résilience, donc de manière plus générale, c'est-à-dire la capacité à résister à la vulnérabilité, quelle qu'elle soit. Et n'oublions pas que nos villes, par définition, sont extrêmement fragiles. Et la condition humaine, par définition, est d'une fragilité la plus totale. Est-ce que nous sommes aujourd'hui, peut-être que nous ne serons pas demain, et ceux qui sont bien portants aujourd'hui, peut-être que nous ne serons pas demain. Donc on est obligé en permanence d'avoir cette notion donc, de résilience, de vulnérabilité et de fragilité en tête, pour que les services que nous construisons soient effectivement au service de tous, et pas uniquement de ceux qui se portent bien dans tous les sens du terme. Merci beaucoup, Monsieur Moreno, pour cet éclairage. C'est vrai qu'il peut surprendre. Hein. C'est un discours nouveau qu'on entend finalement sur la question d'accessibilité, mais je pense qu'il y a cette notion-là derrière, cette notion de voilà, comment inclure tout ça dans les problématiques de la vie durable. Ce sont des questions qu'on se pose aujourd'hui, qui sont réelles. Donc il semble qu'il y ait cette approche de service, et cette approche finalement anthropocentrée. Voilà, on commence à mettre des mots sur ce qu'est une approche anthropocentrée peut-être, et comment l'accessibilité peut nous rappeler cette approche. Alors je vais peut-être laisser la parole à Valérie Fletcher pour une courte réaction à ces propos et à ces notions. Valérie. Thank you, Florent. I want to begin by acknowledging the remarkable event, both the exhibit and the conference that Jean-Marc and Albert and Florent have made magic again at an even higher level, and I think that's an extraordinary accomplishment. I don't think they appreciate just how good they are in a global context. People with a lot more money and a lot more time don't do nearly as good as this. And I also want to congratulate Marie Prost-Colette for her commitment in the face of daunting challenges in France, and that she still keeps a sense of humor and a sense of verve that is critical to moving forward. I enjoyed listening to Carlos, thank you very much. It's really critically important that those of us who do this every day constantly be talking to people from other sectors who can freshen our perspective and give us a new way of thinking, borrow some language from you. And some of it is extremely familiar. I think the idea of looking at France today is one critical aspect of our discussion, but I think looking at France in a global context is critical. France has always been a leader, and I think
we must encourage France to avoid making some of the mistakes that the rest of us have made over a longer period of time. I think you have to recognize that there is value in a baseline of standards. And I know between the standards that you have developed and ISO and the international standards, the work that Francesca Ragal just referenced in terms of European-wide standards, all of that is precious and important and a base to build on. The predictability of being able to go places and assume that there is a baseline of reliable accessibility is part of the way we need to define the life, global life in the 21st century. But it isn't enough. It isn't enough. The vision of sustainability is a vision that too seldom speaks to the true human condition of our time, which is extraordinarily diverse. We cannot afford to not do anything. We cannot afford to tolerate just accessibility as our be-all and end-all. It's a lofty goal and a critical starting point, but it is inadequate to the world we live in. If we do nothing, we all end up in cultures with sizable proportions of people who are dependent on the assistance of others to live, to survive. We have no resources to do that. We have got to see a road forward to embrace human diversity as a reality, but a reality that we can respond to by embracing a challenge of that diversity with all of the energy and creativity and taste for innovation that is being talked about in a lot of other sectors and must be talked about in relation to the human condition. This is not about a discrete set of individuals who are different from most people. This is about life in the 21st century, and it only gets more dramatic. If we do nothing, we will suffer together. If we take this on, we have an agenda that will fuel our innovation, will generate creativity, but we've got to be serious about it. We've got to get past a risk that countries like mine have lived with and not lived with well. Just tell me what I have to do. This is not about just tell me what I have to do. That will not get us far enough. We have to leap together, and we have to recognize that this is a profoundly creative process that will not be met if we don't take it on with our eyes open. Merci Valérie pour cette réaction. Donc j'ai envie de laisser la parole à Christian Gallerin, président donc du réseau Cumulus des écoles de design, puisqu'on a parlé notamment des nouvelles générations de concepteurs qui auront à se saisir de ces approches. Qu'en est-il justement des jeunes dans ces écoles? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a peut-être des dynamiques qui sont peut-être plus fortes ailleurs, des concours sur cette notion de design for all, etc., d'accessibilité? Merci. Bon. Peut-être juste 2-3 mots sur ce qu'est une école de design. Peut-être vous n'êtes pas familier de ce qu'est une école de design, parce qu'en particulier en France, les écoles de design sont souvent, l'origine sont des écoles d'art appliqué, donc on a l'impression que ce sont des écoles où on fait des belles tables, des choses, des belles groupes, ce qui est vrai, mais on ne fait pas que ça. C'est-à-dire que peut-être je vais faire un focus sur ce qu'est une école de design et comment on arrive aux problématiques de l'accessibilité, comment on arrive aux problématiques de la vie durable en particulier, ou toutes d'autres problématiques qui consistent à se projeter à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, et comment on va vivre mieux dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Design, ça vient d'un mot latin, designare, ça veut dire deux choses. Ça donne deux mots en français, dessiner, représenter. Et en France, on a gardé cette tradition des arts appliqués, du dessin pour représenter les choses. Et la deuxième chose, ça donne un deuxième mot, ça donne un mot qui est dessin, D-E-2-S-E, c'est-à-dire projet. Et aujourd'hui, une école de design, si tant est que dans un certain nombre de pays, c'était ça historiquement, mais aujourd'hui, une école de design, c'est une école
qui consiste à se projeter, alors demain, dans une semaine, dans un mois, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et de se poser la question de comment on va vivre demain, et évidemment, comment on va vivre mieux demain. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un designer dans une école de design? C'est un manager de projet qui est en capacité de mettre autour de la table des ingénieurs, des marketeurs, des philosophes, des sociologues, des artistes, et de se poser la question comment on va vivre demain dans absolument tous les domaines. Dans absolument tous les domaines. C'est-à-dire que, alors il y a des domaines qui sont directement liés aux arts appliqués, les belles tables, les belles chaises et les belles évidemment, mais se poser la question de savoir comment on va vivre demain à Shanghai, ville de 25 millions d'habitants, est aussi une problématique qui doit inspirer les designers et sur lequel les designers travaillent. Aujourd'hui, on a à l'école de design à Nantes, on a une filiale à Shanghai. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir comment on va vivre dans les villes qui sont à 200 km de Shanghai pour éviter que les habitants de ces villes de 200 km de Shanghai rejoignent Shanghai. Qui est une problématique également extrêmement importante de la vie durable. Voilà ce que l'on fait aujourd'hui dans les écoles de design. Dans une école d'ingénieur, on s'occupe de la performance technologique. Dans une école de commerce, on s'occupe de la performance économique. Dans une école de design, on se pose la question des usages et de la performance des usages et des services. En clair, comment on va vivre demain mieux. Je cite souvent à mes étudiants cette phrase de Lévinas, la morale nous fait nous apitoyer sur ceux qui ont faim, l'éthique nous oblige à les nourrir. L'éthique nous oblige à nous nourrir. On est dans une démarche humaniste, éthique, qui consiste effectivement à se poser la question de vivre mieux demain. Donc, quels nouveaux services? Donc, tout ce qui serait effectivement de l'accessibilité, de vivre mieux demain, de démarche inclusive, nous intéresse. Alors, aujourd'hui, on vit dans une période bénie dans les écoles de design parce qu'on vit une crise alors à l'échelle de la planète. Je préside une association qui a 190 membres dans le monde entier, qui est basée à Helsinki. On vit une période bénie parce qu'on vit une crise systémique. Et au risque d'être cynique, c'est une période bénie pour nous parce que la crise systémique nous oblige à réfléchir totalement différemment. On vit une crise systémique de valeurs, de sens, de morale, totalement exacerbée par les chocs de civilisation, où effectivement la morale de son voisin, ou la culture de son voisin et la morale de son voisin n'est pas la même que la nôtre. Et il n'y a aucune raison de penser que sa morale, ses valeurs sont mieux ou moins bien, etc. Ça n'aurait pas de sens. Par contre, il faut effectivement vivre de cette différence. Ça, c'est une première chose. On vit une formidable défiance à la technologie. Pendant des siècles, le progrès a été porté par la performance scientifique et la performance technologique. Aujourd'hui, la technologie ou la science nous apporte en même temps, et c'est extrêmement anxiogène, le pire et le meilleur. Le meilleur, c'est on peut résoudre tous les problèmes de la famille avec les OGM, sauf que les OGM, c'est peut-être la fin de la biodiversité, donc c'est la fin de l'humanité. C'est la même chose pour le décryptage du génome. Le décryptage du génome, c'est peut-être la fin des maladies, sauf qu'au même moment, c'est la sélection génétique et l'eugénisme, donc c'est peut-être la fin de l'humanité. Et donc, vous prenez le nucléaire, c'est exactement pareil. C'est à la fois la meilleure des choses et la pire des choses parce que c'est Fukushima. Et on vit dans un climat extrêmement anxiogène sur lequel il faut retrouver des valeurs de progrès. Des valeurs de progrès. Ces valeurs de progrès, c'est exactement la raison pour laquelle on est là, c'est vivre ensemble. On vit une formidable défiance à l'économique. Là aussi, ça a été vecteur de progrès, en particulier dans les pays occidentaux pendant 150 ans. Donc l'émergence du capitalisme, de la consommation de masse, etc. Sauf qu'aujourd'hui, 97% des échanges financiers mondiaux sur lesquels est basé tout capitalisme ne reposent sur aucune économie. Donc tous les 5 ans, il y a une bulle qui pète quelque part, qui commence à poser problème. Même les économistes n'arrivent pas à résoudre ce problème-là. Donc c'est un véritable problème. Et puis d'autre part, il faut passer de la consommation de masse à une consommation raisonnée. Et c'est un vrai problème. Et on va vraisemblablement passer d'une économie de la consommation à une économie de la contribution. Où effectivement, il va falloir que chacun soit acteur de la génération des services et qu'il s'entende se livrer à lui-même. Et là, on est aussi là dans une démarche inclusive extrêmement importante. Donc on vit dans ce climat extrêmement anxiogène sur lequel il faut effectivement aller au-delà et avoir des visions qui transgressent les visions technologiques qu'on a eues ou les visions purement économiques. Le problème de l'accessibilité, le problème de la vie durable, le problème des démarches inclusives nous pose effectivement des contextes qui
transgresse ce sur quoi on a travaillé pendant des années et des années. Donc c'est extrêmement important. Je voudrais ramener relativement à l'entreprise, parce qu'on parle de, j'ai vu des tas d'entreprises là-haut, sur ce que l'on vit dans les écoles de design, et là où il y a un enjeu extrêmement important. Enjeu extrêmement important, en particulier dans les pays occidentaux aujourd'hui, où on se pose la question des entreprises, de l'économie, du fait qu'elles partent en Chine, etc. etc. On est en train de changer de paradigme industriel. Pendant 150 ans, on a vécu sur un paradigme industriel qui est comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire, comment je fais de mieux en mieux ce que je sais faire. Ça a été le paradigme industriel de toutes les entreprises, depuis 150 ans, les entreprises industrielles. On est en train de changer de paradigme. Ce paradigme, c'est comment, avec ce que je sais faire, je suis en capacité de faire autrement. Si on le fait effectivement sur un ancien paradigme technologique, si on le fait sur un paradigme purement économique, on va reproduire ce que l'on vit depuis 150 ans. Il faut changer de paradigme. Comment, avec ce que je sais faire, je suis en capacité de faire autre chose. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit extrêmement clair. Comment on passe du produit au service en particulier. Comment on passe du produit au service. On a travaillé avec une entreprise qui faisait des interphones. Interphones, vous savez tous ce que c'est. Interphone, un fil, un téléphone à la porte. On sonne, je réponds, bonjour, c'est Tata Nicole, je t'ouvre. C'est très simple comme truc. Cette entreprise, concurrencée par les Chinois, donc, elle va dans le mur si elle fait ça. Aujourd'hui, cette entreprise, cet web designer, cette entreprise, avec son interphone, passait non plus par le fil, mais par le téléphone. Par le téléphone. Bon. Donc déjà, vous n'êtes plus obligé d'aller à la porte pour ouvrir. Mais surtout, vous avez la possibilité d'ouvrir chez vous, vous faire livrer, une vraie problématique d'accessibilité là, alors que vous n'êtes pas chez vous. Puisque vous avez le téléphone, vous pouvez effectivement, si vous identifiez la personne qui sonne chez vous, vous pouvez vous faire livrer. Au moment où se pose le problème du commerce et de la livraison du commerce en ligne, voilà une problématique d'accessibilité extrêmement intéressante. Aujourd'hui, cette entreprise fait du service sur son iPhone pour effectivement, elle est passée du produit au service. Aujourd'hui, le produit est fabriqué en Chine et elle crée des emplois sur la génération de services à partir de l'iPhone. Comment, à partir de ce iPhone, je vais pouvoir piloter un certain nombre de services à l'intérieur de ma maison. C'est ça les nouveaux paradigmes, c'est ça les paradigmes qui mettent au centre des problématiques les usages, les services aux personnes. C'est ça la démarche anthropocentrée et c'est ça que l'on fait aujourd'hui dans les écoles de design. Donc évidemment, tout ce qui serait de l'ordre de l'accessibilité, de l'inclusion, d'une réflexion où les usages seraient au centre des problématiques, sont au centre de toutes les problématiques traitées aujourd'hui par les designers. Voilà pour moi. C'était ça. C'était parfaitement ce qu'on pouvait entendre et merci beaucoup Christian Gavin. Pour information, Madame Proscoleta me disait en souriant qu'elle aussi elle place l'homme partout, l'homme au centre, etc. Non mais la femme, enfin. Oui, évidemment. La femme. Oui, la femme d'abord. Peut-être une courte réaction, peut-être Valérie, sur ces points, et puis je laisserai la parole évidemment à Marie Proscoleta pour la conclusion. I was thrilled to hear Christophe. What about? Part of it is this notion of moving away from product to service, reinventing how we think about our social lives. That is a terrific framework for the vision we're talking about here. It really is, it's ideal. To recognize it's not about widgets for special people, it's not about some distinct activity that we can put on the shelf after we've finished. It's a fundamental rethinking. And as designers, those of us that are, the appetite for thinking differently is what defines us. And this is a perfect charge to move forward, so thank you very much. Thank you. Merci. Voilà, alors, Madame Proscoleta, peut-être une petite réaction par rapport à tout ça, parce que vous faites avancer les choses avec l'opiniâtreté qu'on vous connaît. C'est peut-être que les choses ne sont pas aussi faciles et n'avancent pas aussi vite. Voilà, je voulais vous laisser la parole évidemment pour conclure et voilà, tout en vous remerciant encore une fois d'être très présente à nos côtés. Merci Florent. Alors là, c'est la bouffée d'oxygène après quelques jours et quelques heures forts que nous avons vécu ensemble. Moi, je vis dans un monde d'ingénieurs et alors là, j'ai entendu des mots
que je n'entendais plus depuis tous ces jours. Et je peux vous dire que ça me fait plaisir, surtout si en plus il y a une musique derrière. On a tout. On a l'homme au cœur de nos projets. L'homme qui est enfin servi par la technique et non plus asservi par elle. Et de la musique pour couronner le tout. Bon, voilà, non, alors j'avais pas prévu de dire ça du tout, mais si vous saviez le bien que ça peut faire. Tiens, d'ailleurs, il y a encore un ingénieur qui vient de rentrer. Heureusement, j'espère qu'il n'a pas entendu ce que je viens de dire, sinon il va le rapporter aux collègues et je vais encore avoir des problèmes avec mon ethnocentrisme. Je crois qu'il se cache d'ailleurs. Oui, oui, il a raison, il se cache, mais il est sympathique avec moi. Alors, nous voilà à la fin de ces 2 journées intenses qui nous ont permis de faire un vaste tour d'horizon. J'ai participé à 3 des 17 tables rondes. Et puis là, j'ai trouvé mon plaisir entre les propos qui viennent d'être tenus par les 3 intervenants précédents. La parole était claire, les échanges étaient soutenus à l'image de l'implication des participants dans cette politique publique sociétale qu'est l'accessibilité. Quand je dis soutenu, c'est peut-être un peu de langue de bois, parfois un peu en dessous des échanges qui ont eu lieu. Mais je veux surtout retenir l'implication des uns et des autres. Alors, derrière la demande qui m'avait été formulée, qui était de savoir quels étaient les éléments qu'il fallait qu'on mette en avant pour favoriser le déploiement de cette politique publique sociétale, celle de l'accessibilité, en France, moi, je voudrais reprendre derrière ce qu'a dit Valérie Fletcher, c'est que nous ne partons pas de rien. Nous avons beaucoup travaillé en France. Et j'aimerais bien que ce soit un acquis pour tous. Vous ne seriez pas aussi nombreux dans ces journées d'Urbaccess si la préoccupation, la prise de conscience n'était pas là. Je dirais que tous les secteurs, toutes les composantes de la société sont maintenant imprégnées de ce qu'est l'accessibilité. 17 tables rondes et une affluence record. S'il fallait une preuve que l'accessibilité a su prendre ses marques, avoir des racines en France, je dirais qu'Urbaccess pourrait en être une des preuves concrètes. Pouvoir nous poser pendant ce temps, pouvoir échanger, je dirais un grand merci à l'équipe d'Urbaccess parce que c'est leur ténacité et leur volonté qui nous ont offert ces 2 journées. Avant d'aller sur quels éléments prospectifs, je voudrais qu'on reprécise un petit peu le cadre et après je donnerai 3 pistes qui me paraissent essentielles pour les mois et les années qui nous attendent ensemble sur ce chemin pour continuer dans la prise de conscience, mais aussi pour passer à l'acte. Parce que le passage à l'acte est essentiel pour que cette ville durable devienne une ville où l'homme a vraiment toute sa place, pour que les fragilités soient enfin diminuées et que la sécurité soit au cœur de nos villes et donc profite à l'être humain. L'accessibilité a trouvé sa place en France avec la volonté des associations, il faut le dire, la volonté d'un président de la République, il faut le rappeler, la volonté ferme du législateur pendant un certain nombre d'années, puisqu'on lui a proposé à certains moments des modifications qu'il n'a pas vraiment acceptées, et puis de toute façon nos institutions ont veillé. Et puis surtout, l'appropriation sur le terrain par les acteurs, et vous en êtes quelque part l'émanation. Je dirais que les élus des communes, des intercommunalités, des départements et des régions ont tous pris en charge cette dimension. Bon, ils ne sont pas tous montés dans le train en même temps, ils n'ont pas tous pris un train à grande vitesse, mais ils ont tous assumé leurs responsabilités. Et ceci était garant pour nous du socle nécessaire et premier pour que l'accessibilité à la vie sociale, qui est quand même notre objectif, si on veut bien mettre l'homme au milieu de nos préoccupations, puisse s'épanouir. Car ils sont les responsables de notre cadre de vie, c'est eux qui en sont les façonneurs. Et à partir de ce socle-là,
Maintenant, j'entends parler partout où on va de tout ce qu'il est possible de faire et de vivre dans la société. 17 tables rondes, c'est pas une table ronde sur est-ce que les bâtiments sont maintenant accessibles, c'est pas une table ronde sur est-ce que maintenant on a des transports en commun qu'on peut vraiment utiliser. Ça veut dire qu'on a passé une étape et on peut ensemble le dire. Quand j'entends les propos de Valérie, alors attendez, moi je suis plantée dans les prénoms, de Carlos et de Christophe, je me dis que si aujourd'hui on est capable de prendre un tel recul et de faire un peu de philo, eh ben, c'est qu'on a gagné quelque part. Et on a gagné grâce à ces acteurs, grâce aux élus qui ont remonté leurs manches, grâce à leurs services administratifs, techniques, qui se sont impliqués. Ils ont la charge de décliner les décisions. Et vous savez tous que quand on passe à la mise en œuvre, c'est là que les intentions commencent à ressembler à un enfer qui peut être pavé d'erreurs. On peut effectivement basculer vers la réussite ou alors on peut tomber dans l'inaccessible. Et ça, c'est le grand danger. Et on voit bien, on sent bien qu'il y a encore des tâtonnements. Mais je ne vous redirai pas qu'en 8 ans, on pouvait tout faire. Je vous l'ai déjà dit en introduction hier. Progressivement, les acteurs institutionnels se sont emparés de la question. Et ils portent le déploiement de cette politique. Alors j'en veux pour preuve les gens qu'on a vus pendant ces 2 jours. Moi j'ai découvert CCI France, qui de mois en mois, d'année en année, travaille partout. On a signé ensemble avec le président de CCI France une lettre à toutes les CCI de France pour que toutes continuent à s'impliquer sur le territoire. L'ordre des architectes, on a entendu Frédéric Demisard, un vice-président, nous dire qu'il avait signé avec les associations de personnes handicapées une charte. Vous vous rendez compte, le progrès, en quelques années, ils se parlent, ils écrivent ensemble. C'est le début d'une histoire d'amour. Il va leur falloir du temps pour s'aimer. Mais ça peut arriver. Bon, on a aussi un des acteurs qui était là, la FFP et la CAPEB. Moi, je me souviens, quand je suis arrivée, on me disait il faut s'occuper de la formation continue des professionnels. Oh, je me disais, mais comment l'État peut faire ça? Eh bien, les acteurs, les professionnels parlent aux professionnels, et les professionnels forment, et les pairs sont là pour les jeunes. De voir les plus anciens, puisque j'ai suivi un certain nombre de ces formations, il n'y a pas que des jeunes. Donc, on a bien les acteurs institutionnels qui sont là, qui font le maillage, qui démultiplient. Et puis ce matin, dans cette salle même, l'UMIH et le CIMERCA. Eh bien, l'hôtellerie-restauration s'engage sur l'accessibilité. Ben, c'est pas peu de choses de le dire. Peut-être qu'on pourrait entendre des choses mieux que ce qu'ils ont dit. Mais quel progrès! Les institutionnels y sont. Et puis les grands opérateurs de l'État, vous en avez 2 là-haut. Puis j'ai vu arriver la RATP, tout doucement, comme une petite souris. Eh bien, on déclinait la même partition. On est là, au cœur des grands réseaux, sur une logique d'accessibilité. Ils ont fait évoluer leur offre. Alors je parle des grands opérateurs de l'État parce que c'est facile pour moi, je les rencontre, je les connais. Mais on a aussi entendu, oui, non, je ne suis pas dans cette salle, c'était dans une autre salle, Monoprix et Carrefour nous expliquaient que eux aussi, ça y est, avec le travail qui avait été fait en consensus avec les associations, et bien maintenant, on avait ensemble réussi à lever les difficultés. Donc, les réseaux y sont. Et puis, je parlerai de la Poste, je parlerai du secteur bancaire, les institutionnels, les grands opérateurs. Voilà encore 2 grands acteurs pour nous. Alors, reste maintenant un vrai défi. Pour ces grands acteurs, c'est garder la ligne. En un mot, ne pas relâcher la mise sous tension, mais aussi réaliser les opérations les plus complexes, les plus lourdes financièrement, et décliner leur programmation. Vous l'avez vu, un certain nombre d'entre vous étaient avec la région Rhône-Alpes. C'est extraordinaire ce qu'ils ont été capables de construire et de proposer en concertation. Pour tous ces acteurs-là, il importe que l'échéance du 1er janvier 2015 ne devienne pas un frein, ne devienne pas un obstacle. Nous avons à inventer ensemble le passage de 2015, sans dénaturer le symbole et sans casser la dynamique.
que cette date phare a su créer auprès de tous les grands que je viens de citer. Je dirais que pour moi, c'est la première préconisation. On a dit qu'accessibilité et intelligence devaient rimer ensemble. Il nous faut maintenant avoir l'intelligence d'écrire ce que doit être 2015 pour continuer ensemble à travailler. Un autre aspect doit attirer notre attention. Et là, je change un petit peu de registre. C'est la chaîne du déplacement au service de la qualité de la vie. Ben voilà un bel objectif. Chacun en a une responsabilité. Rendre son espace, son service, sa prestation accessible, son produit, sa ville. Mais comment s'opère le lien entre ce chacun, entre tous ces chacun? Comment les interfaces vont-elles s'articuler? Comment les calendriers s'emboîtent-ils? Je ne sais pas répondre à cette question. Et je pense qu'on a là un sérieux déficit. Alors, avec le peu, le trop peu que nous pouvons apporter, mais toujours avec l'idée d'éclairer, j'ai cette année relancé un appel à bonne pratique. Bon, comme tout le monde, le 11 février, parce qu'en France, le 11 février, c'est quand même une date auquel on tient. L'objectif, là, c'est de rassembler des mises en réseau qui existent sur les territoires, de faire un recueil de belles pratiques comme on l'avait fait il y a 2 ans, faire émerger les endroits où la cohérence a du sens sur un territoire, les expertiser parce que faut quand même bien que mes ingénieurs soient ingénieurs et qu'ils ingénient, et puis ensuite les faire connaître à tout le monde. Il s'agit de donner des idées et de donner des envies. Parce que la cohérence sur le territoire, c'est indispensable. C'est là qu'on a la qualité de service pour l'usager. Je le dis souvent parce que c'est facile à dire. Moi, quand je vais prendre un train, je m'emporte peu de savoir qui est le responsable du trottoir, qui est le responsable du parvis, qui est le responsable du bus, qui est le responsable de la gare routière. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir aller prendre mon train tranquillement, sans stress, et partout. Donc c'est bien là notre enjeu, que chacun ait mis les différents points que je viens de décrire en accessibilité, c'est essentiel. Mais la chaîne, là, c'est là où on gagnera, c'est là où l'homme trouvera toute sa place. La coordination des acteurs sur un territoire autour de l'accessibilité pour créer un environnement partenarial facilitateur, je dirais que c'est notre nouvelle frontière en France et qu'il faut arriver à l'atteindre. C'est là ma deuxième préconisation. Et pour le court terme, et là je vais être bien loin de tous les éléments que vous nous avez mis en perspective, j'insisterai sur la poursuite de la mobilisation pour faire bouger les lignes au niveau des ERP de 5e catégorie. À la table ronde sur ce point, nous étions très nombreux. Ouvrir les commerces de proximité à tous, c'est notre indispensable de demain matin. Je dirais même que ça devient totalement vital. Il est essentiel pour vivre bien dans son corps, mais aussi bien dans sa tête, de pouvoir satisfaire ses besoins primaires et de les satisfaire sans difficulté et dans la convivialité dont l'homme a besoin. Et là, on est dans la vraie vie. Pour les personnes âgées, pour les enfants en poussette, pour les personnes qui poussent ces fameuses poussettes, pour les femmes enceintes, et bien sûr pour les personnes de petite taille, dont nos enfants. Et puis, j'étais lundi soir, comme un certain nombre d'entre vous, au trophée de l'accessibilité. Et puis, j'ai vu un grand monsieur. Alors moi, je suis une toute petite dame. Et je sais que ce n'est pas tous les jours facile pour une petite dame, mais pour le grand monsieur, je pense que ça doit être encore beaucoup plus difficile. Donc, pour tout le monde, il faut vraiment qu'on arrive à ouvrir nos magasins, nos cinémas, nos cabinets médicaux. Ça peut paraître bien simpliste, mais je crois que c'est un de nos enjeux. C'est le troisième point essentiel que je voulais signaler, souligner. Je sais qu'on est très nombreux à s'investir sur ce chantier, et il le faut, parce que
Si mobiliser les grands acteurs, il fallait arriver à convaincre des machines lourdes à les faire bouger, c'était peut-être difficile, mais on avait des gens qui avaient un sens de la citoyenneté dans la société, qui avaient une image à défendre, qui avaient une vraie place. Là, on est sur un chantier difficile. Les décideurs sont très nombreux, et puis en plus, ils sont totalement atomisés. De la sensibilisation pour ces acteurs-là, à la prise de conscience, puis à la mise en œuvre, le chemin est long. D'autant plus long qu'il est difficile d'assimiler les attentes, et puis, je le dis clairement, que les aides financières sont trop rares, et puis, elles sont limitées. Pour aider dans ce chantier, eh bien, on s'est dit, essayons là aussi de rassembler des petites choses qui peuvent permettre à ceux qui n'ont pas obligatoirement beaucoup de moyens ou pas une très bonne connaissance, essayons de rassembler ce que j'ai osé appeler des petits plus qui facilitent la vie de tous. Alors n'y voyez pas derrière le mot petit plus des éléments péjoratifs. Non, 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 c'est de la simplicité, de l'ingéniosité, du détournement du matériel, des choses simples, des choses pérennes, des choses sécurisantes qui sont là pour concourir à faciliter la vie de tous. Et j'en attends un certain nombre sur le secteur des établissements qui reçoivent du public, parce que, je le disais, c'est bien le troisième chantier que j'identifie comme essentiel. Alors, on va s'attacher dans cette recherche de petites choses qui facilitent la vie de tous, au côté esthétique. Et alors ça, c'est la faute à Valérie. Parce que quand elle nous a initiés, le 9 décembre 2011, ça fait déjà un petit moment, à la conception universelle, elle a beaucoup insisté sur l'esthétique, en disant que c'était le plus, ce à quoi l'homme avait droit. Et donc, je souhaite des petits plus, des petits machins qui nous simplifient la vie, mais qui en plus sont beaux, puis si possible, on ne les voit pas. Et on dira que c'est Valérie Fletcher, la marraine du prix que l'on décernera. Voilà, ça aura notre petit côté international en France. Voilà, pour conclure, je dirais que ces trois axes me paraissent essentiels pour garantir, dans les années et les mois à venir, la mise en accessibilité en France de notre ville, de la cité. Gérer intelligemment 2015, travailler à la cohérence sur un territoire et faire entrer les commerces de proximité dans la dynamique de mise en accessibilité. Voilà les réflexions que m'ont inspiré les questions de Florent et ma petite contribution à la réflexion sur le champ des priorités. C'est vrai que je me sens avec mes petites priorités loin des grandes réflexions qui ont été portées, mais je sens que nous sommes à un tournant parce que nous pouvons, après 2 jours de réflexion sur l'accessibilité, avoir ce niveau de réflexion, et puis aussi parce que je sais que nous sommes au moment d'un second souffle qui est voulu par les acteurs de l'accessibilité, et que nous savons pouvoir attendre des politiques qui nous gouvernent aujourd'hui. Et j'ai confiance dans le travail que prépare Claire-Lise Campion, j'ai confiance dans les orientations qui pourront être prises ensemble, après les orientations données par le gouvernement, et je sais que par la puissance de votre volonté à tous, nous pourrons mener à bien ce second souffle de l'accessibilité sur nos territoires. Merci. Merci à tous, en tout cas d'avoir suivi aussi nombreux les conférences, et je voulais qu'on puisse applaudir Albert Ray et Jean-Marc Maillet-Contoz qui sont dans la salle, cachés, mais bien présents.